Voilà, bonjour, j'allais vous dire bonsoir parce qu'on est au théâtre. C'est assez curieux pour moi et je pense pour tout le monde de parler de Marx aujourd'hui, d'essayer de se poser la question qui sera la question finale. Est-ce que la pensée de ce philosophe du XIXe siècle, philosophe très particulier, est pertinente pour nous permettre de comprendre le monde d'aujourd'hui, pour agir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moyen de transposer cette pensée sans en perdre l'essentiel, de façon à ce qu'elle puisse nous éclairer, comme on le fait d'ailleurs avec toutes les œuvres philosophiques, n'est-ce pas? Nous lisons encore Platon, nous lisons encore Kant, bien sûr il y a des choses qui ne sont plus pertinentes, et en même temps, quelque part, nous pouvons éclairer un certain nombre de réflexions grâce à la tradition philosophique, comme on l'appelle. Le problème de Marx est un petit peu différent. D'abord parce que Marx a bénéficié d'une position dans l'histoire, surtout post-mortem, qui est absolument incomparable avec les positions qui ont été occupées par les autres philosophes. J'en vois pas d'autres. Certes, Platon, Aristote ont influencé le monde, et au Moyen-Âge, quand Aristote est revenu par des voies très détournées en Occident, effectivement, on l'appelait le philosophe, philosophus, et donc il y avait une très très grande influence de la philosophie d'Aristote, bien entendu post-mortem, puisque c'était bien longtemps après. Ça s'est passé, on peut imaginer évidemment que Voltaire, Montesquieu, la liberté d'expression, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, etc., toutes des choses qui sont des idées qui sont entrées dans l'histoire et qui ont été plus ou moins appliquées, de façon toujours plus imparfaite évidemment que quand elles sont dans les textes philosophiques. On peut voir effectivement qu'il y a eu des pensées dans l'histoire qui ont eu une influence historique, qui ont dépassé leur auteur et qui ont parfois modelé un certain nombre de régimes politiques, mais jamais comme Marx. Jamais comme Marx parce que, après sa mort en 1883, je vous raconterai ça dans le détail tout à l'heure, le marxisme, donc la référence à la philosophie de Marx, est devenu une force mobilisatrice, en particulier pour les partis qui se réclamaient de lui et qui, à l'époque, étaient dominés, je vous en parlerai plus tard, par le parti, ce qu'on appelait social-démocrate allemand, la fin du XIXe siècle, très puissant. Et puis, ces sociodémocrates, ou ces socialistes, ou ces communistes, parce que le vocabulaire à l'époque n'était pas encore véritablement fixé, se sont séparés, et ils se sont séparés essentiellement au début de la guerre de 14, parce que le mouvement ouvrier que défendait Marx dans sa lutte contre le capitalisme, ça au moins on le sait, était internationaliste. Marx était tout à fait opposé au nationalisme, il considérait que les passions nationales détournaient les travailleurs de du véritable enjeu qui était international et qui était une lutte contre le capitalisme mondial. Et en 1914, vous le savez, les partis socialistes ont voté les crédits de guerre, aussi bien en France qu'en Allemagne, et donc ils se sont laissés emporter par les passions nationalistes, et vous avez eu des prolétaires d'un côté, des prolétaires de l'autre, ce que Lénine n'a pas accepté, et il a dit aujourd'hui je ne suis plus social-démocrate, le mot social-démocrate étant pour lui assimilé à cette passion nationaliste, je deviens communiste. Et alors ça s'est fixé dans les esprits, surtout qu'à partir de 1917, et c'est là que l'image du marxisme devient une image très 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 prégnante, en 1917, Lénine et sa faction qu'on appelait les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie en pleine guerre. Le pouvoir était à prendre, mais enfin ils l'ont pris en pleine guerre, et que là, ils mettent en place un régime qui va durer jusque 1989, 1990, 1991, au moment où la chute du mur 1989, 1991 à la fin de l'Union soviétique. Et donc ce régime est un régime qui s'appelle communiste, ou qu'on qualifie de communiste, et qui se différencie, lui, des régimes socialistes ou des partis socialistes qui ont pu parfois être de forts partis d'opposition, participer au pouvoir dès la Première Guerre mondiale dans des gouvernements de coalition parce qu'il y avait évidemment des dangers, des choses comme ça. Et là, vous avez une influence très nette du marxisme dans la dimension Lénine et communiste, puisqu'on parle du marxisme-léninisme, et pendant très très longtemps on dit Marx, Lénine, Staline,
étant donné les crises de Staline qui a régné sur l'Union soviétique pendant presque 30 ans. Il est mort en 1953. Bon, après, on a un petit peu mis sur le côté la référence à Staline, qui était un dictateur atroce. Et le marxisme est devenu non seulement une conception du monde, une analyse économique, une analyse des classes dans l'histoire, une philosophie qui a été adoptée par un nombre considérable, non seulement d'individus, d'intellectuels, de dirigeants politiques dans l'opposition au pouvoir, dans la sphère soviétique, en Afrique, à Cuba, en Chine, en Corée du Nord, etc. Donc ça faisait qu'effectivement, quelque part, le mot marxisme dépassait largement l'auteur, qui était Marx, qui avait fait un certain nombre de combats que je vous raconterai, au XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement que des régimes se réclamaient de Marx. Évidemment, la grande question sera de savoir est-ce qu'ils s'en réclamaient légitimement. Hein, on pose souvent la question, est-ce que Staline était Staline parce qu'il était marxiste? Ou bien au contraire, Staline était Staline parce qu'il a été infidèle à Marx. Et là, l'époque où moi j'ai fait mes études et où j'ai commencé à faire de la philosophie, enseigner dans les années 1970, donc ça fait un petit temps, avant la chute du mur. Mais au moment où le communisme était déjà totalement déconsidéré, parce qu'il y avait eu Solzhenitsyn, il y avait eu le Vietnam, il y avait eu le Cambodge, il y avait tout un ensemble de critiques qui avaient été faites. On commençait à devenir lucide sur la fameuse révolution culturelle chinoise, à propos de laquelle tout le monde beaucoup s'était enthousiasmé dans les années 1960. Et donc, le débat intellectuel autour de Marx était tout à fait central. Évidemment, les adversaires du communisme, les défenseurs de la démocratie libérale, attaquaient Marx. Mais quelque part, Marx était incontournable. On ne pouvait pas ne pas parler de Marx si on voulait commencer à réfléchir et être entendu surtout dans la sphère publique. Ça, je dirais, c'est les années 60, 70, 80. On croyait toujours que le système soviétique allait tenir, on ne savait pas combien de temps, qu'il était stable, mais il était quasi totalement délégitimé, et les partis communistes étaient en crise pour des tas de raisons. Parce qu'on devenait de plus en plus lucide quant à ce qui s'était passé, parce que l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn était paru, etc. Ça a été la période dans laquelle, effectivement, je me rappelle, on s'est démarxisé, et où une partie de la gauche à laquelle j'appartenais considérait que c'était une absurdité d'avoir la moindre complaisance vis-à-vis de régimes qui, évidemment, étaient des régimes liberticides, et donc de laisser à ce que nous appelions à l'époque la droite libérale le monopole de la défense de la liberté, alors que la gauche se compromettait avec des régimes indéfendables. Et donc ça a été tout ce mouvement des années 1970, où on a d'ailleurs redécouvert de vieux textes, parce qu'on n'a pas inventé tout, loin de là. On a traduit bien tardivement La société ouverte et ses ennemis de Karl Popper, qui était un livre de 1945, et qui, à l'époque, était un livre dans lequel il essayait de démonter, en particulier, la pensée marxiste, le communisme, etc., les ennemis de la société ouverte, société fermée. Mais vous imaginez, ça c'est le problème de la francophonie. Moi j'ai beaucoup vu ça quand j'ai un peu voyagé, quand j'ai enseigné à l'étranger, c'est que les francophones et les Français, ils ont mis beaucoup de temps à traduire ça. Ils ont traduit, ça date de 1977 ou 1979, la traduction française du livre de Popper, La société ouverte et ses ennemis, qui est un livre du milieu des années 1940. Donc vous imaginez bien qu'on découvre le livre, on ne connaît pas évidemment tous les articles et toutes les discussions et les commentaires et les controverses qui ont eu lieu à propos du livre depuis 30 ans, parce que tout ça n'est pas traduit, et que beaucoup d'intellectuels français ne lisaient simplement que le français, parfois un peu l'allemand, étant donné la domination de la philosophie allemande. Et donc on était confronté effectivement à cette espèce de transformation radicale, de délégitimation du communisme et donc du marxisme. Et quand je dis et donc du marxisme, c'est là que se posait la question. Et c'est pour ça qu'on a travaillé dessus. Moi j'ai fait ma thèse sur Marx aussi. Ça consistait à dire, oui, mais est-ce qu'en dénonçant de la façon la moins compromettante possible les régimes communistes, et aussi bien la Chine et la révolution culturelle, le Cuba de Castro auquel nous avions cru et nous savons ce que c'était devenu, en dénonçant tout ça, est-ce que c'est nécessairement
une dénonciation, une réfutation de la pensée de Marx, parce que Marx a écrit au XIXe siècle, et après tout, si ses disciples ont dévié par rapport à la pensée de Marx, eh bien, il faudrait quand même peut-être voir s'il y a des ressources critiques dans Marx, et c'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Mais la situation est différente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans, 40 ans, et pendant tout un temps, je l'ai bien vu, moi-même, j'ai continué à faire quelques cours sur Marx, ou une partie de cours sur Marx dans les grands auditoires, mais tout ce que je faisais de technique philosophique, c'était plus Marx, moi je n'en parlais plus, et au fond Amélie m'a donné l'occasion de revenir à... C'est toujours douloureux de revenir à des vieux textes qu'on a écrits parce qu'on les écrirait plus de la même manière et qu'on est malheureusement très lucide, enfin moi je le suis en tout cas vis-à-vis de ce que je fais, donc j'aime pas trop regarder vers l'arrière, mais bon, il fallait bien, et c'était important. Et pourquoi le fait-on aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte d'une mondialisation dont on dit qu'elle accroît les inégalités, ou en tout cas c'est perçu comme ça, c'est un phénomène très complexe et ça dépend inégalité entre qui et qui, mais il y a une croissance des inégalités. Voyez le succès, il y a quelques années, du livre de Thomas Piketty, dont le titre est un petit peu un écho au Capital de Karl Marx, qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle, qui a eu un succès énorme, c'est un gros bouquin, et c'est avec des tableaux, avec des statistiques, enfin des statistiques. Parce qu'évidemment, on porte des jugements sur tout un ensemble de régimes sur les inégalités. Lui a essayé de voir les inégalités de fortune, les inégalités de revenus, leur évolution, etc. Et effectivement, le constat de Piketty, c'est depuis les années 1980 une extraordinaire augmentation des inégalités de fortune et des inégalités de revenus, et en particulier dans les pays européens. Dans d'autres pays, c'est différent, d'autres pays se développent, mais aussi dans un cadre d'inégalité comme la Chine. Et donc, on s'est dit, après tout, le capitalisme se mondialise. Vous allez voir que Marx l'avait prévu, il l'avait prévu. Est-ce que Marx n'aurait pas eu raison, puisque, au fond, les inégalités radicales qu'il avait constatées semblent effectivement se reproduire. Je ne dis pas se maintenir, parce que je dirais que pendant la période qu'on a appelée la période des 30 Glorieuses, dans laquelle j'étais, moi, quand je faisais mes études. C'est la période que Jean Fourastier, l'économiste, a appelée rétrospectivement, dans les années 70, la période 45-75. Avant, je dirais, la crise pétrolière, un moment de grande croissance, de développement des libertés contre l'Union soviétique et les pays qui étaient de l'autre côté du rideau de fer, dans ces années-là, et de développement tout à fait considérable des systèmes de protection sociale. Donc une sorte de réussite, évidemment pas suffisante pour les communistes radicaux, parce que c'était dans le cadre d'un capitalisme, mais c'était un capitalisme contrôlé, domestiqué, dans un cadre démocratique, et quelque part, ça fournissait comme une sorte d'idée aujourd'hui, et surtout, ça suscite une nostalgie, la nostalgie des 30 Glorieuses, ou encore de ce que Robert Castel, qui est un sociologue qui a beaucoup traité du travail, appelait la société salariale. C'est-à-dire disant qu'auparavant, quand vous vouliez être quelqu'un dans la société, vous deviez être un notable, avoir de la fortune, et que c'était difficile de l'acquérir simplement par votre travail. Dans la société salariale, vous pouviez devenir quelqu'un par votre travail. Vous pouviez vivre une vie qui était une vie satisfaisante, avoir des perspectives, acheter une maison, avoir une pension et des choses comme ça. C'est la société que moi j'ai connue, parce que je n'avais pas d'héritage, qui est une société dans laquelle, je ne dis pas qu'on devient évidemment riche à millions, mais on vit bien simplement par un certain nombre d'activités de services que l'on donne à la société. Il y avait cette idée quand même que petit à petit, ça créait, bien sûr, il y avait toujours des inégalités, mais qu'elles diminuaient fortement, et ça a été tout à fait confirmé par Piketty. Et puis aujourd'hui, on pense différemment, on pense que les inégalités sont reparties à la hausse, et évidemment, pour les marxistes purs et durs, c'est la vérité du capitalisme qui se manifeste à nouveau. Alors, dans cette petite introduction, pour vous mettre un peu les choses en contexte, j'ai encore deux choses à vous dire. La première chose, c'est que Marx n'était pas un moraliste. Donc, parler du scandale des inégalités, du scandale de la condition des travailleurs, oui, c'était dans ses textes. C'était dans ses textes. En même temps, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est de montrer qu'il y avait un processus historique, que le capitalisme allait nécessairement à la crise, et qu'à un moment, il allait être remplacé par ce que Marx appelait le socialisme, et plus radicalement par le communisme, je vous en parlerai.
Et donc l'idée qu'au fond, on pouvait parler du capitalisme en deux sens, on pouvait le condamner en deux sens. On pouvait certes le condamner moralement, en fonction des idées d'égalité, de dignité humaine. La condition ouvrière au XIXe siècle était effectivement une condition épouvantable, et on retrouve cette condition aujourd'hui, par exemple, dans des pays comme la Chine, dans lesquels il y a peu de protection sociale. Donc cette condition ouvrière était moralement condamnable, et donc Marx a dit à plusieurs reprises, et les marxistes, c'était d'ailleurs comme ça qu'ils mobilisaient les foules, que le capitalisme était moralement condamnable parce qu'il mettait au premier plan l'argent, l'intérêt privé, la domination des puissants, l'exploitation, etc. Je vous parlerai de tout ça. Et donc il y a là-dedans, dans tous ces termes, une connotation morale et mobilisatrice. Et comment voulez-vous mobiliser si vous ne pouvez pas mobiliser sur une idée morale, sur un sentiment d'injustice? Mais par ailleurs, les thèses de Marx, en particulier dans le Capital, qui n'a jamais terminé, les thèses de Marx étaient des thèses différentes. Il disait aussi, par ailleurs, que le capitalisme était condamné, mais comme vous dites, d'un malade qu'il est condamné. Ce n'est pas une condamnation morale. J'utilise les deux mots parce qu'ils sont utilisés dans des sens très différents. C'est-à-dire que le capitalisme allait être confronté à une crise finale, et qu'à ce moment-là, il allait être remplacé par un régime supérieur, le socialisme, le communisme, toujours défini de façon d'ailleurs assez vague chez Marx. Ce n'est pas exactement ce qu'il a décrit de la façon la plus précise, mais on pourra en parler. Et donc, il y a deux choses. Il y a d'une part la condamnation morale, et d'autre part l'idée, comme le disait un des grands maîtres de Marx, le philosophe Hegel, dont nous devrons parler, une forme de la vie a vieilli, le capitalisme a fait son temps, il faut maintenant le remplacer par une forme supérieure parce que sinon le capitalisme va mener à des crises qui vont, pour finir, mener à la catastrophe. Et il faut bien se dire qu'à chaque fois qu'une crise a lieu, en 1929, dans les années 80, la fameuse crise de 2006, etc., tous ceux qui sont encore marxistes disent « voilà, c'est la crise que nous attendions ». C'est la crise que nous attendions. La question, évidemment, étant de savoir si c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Si le capitalisme est condamnable moralement, ça se discute par rapport aux possibilités que l'on a de le remplacer par autre chose, ça se discute, mais ça se discute, et il peut y avoir des thèses différentes. Si le capitalisme est condamné comme un malade qui nécessairement va faire place à un régime qui sera un régime différent et supérieur, ça, c'est une grande question qui se pose, et donc on se trouve confronté donc, à cette difficulté. La deuxième chose que je voulais dire en introduction, pour terminer, c'est que on a essayé, et ça je me rappelle, c'était très fort la mentalité des années 60, 70, c'était de sauver Marx en disant, après tout, Marx n'a pas pu prévoir ce qui allait se passer en Russie, d'ailleurs il ne prévoyait pas, vous allez le voir, une révolution en Russie, et il n'a pas pu prévoir ce que 30, 40 ans, 50 ans après sa mort, des gens qui se réclamaient de lui allaient faire de sa doctrine. Et donc, on a essayé de retourner au Marx authentique. Vous avez des livres entiers, des bibliothèques entières, on essaye de retrouver le Marx authentique en disant ce que Marx a dit ne cautionne pas ce que Staline a dit. D'ailleurs, dans sa jeunesse, il a défendu la liberté d'expression, l'état de droit, etc. Toutes des choses qui ont été, comme vous le savez, totalement niées par le communisme stalinien. Et puis, si on ne trouvait pas assez dans l'œuvre de maturité de Marx, l'œuvre de maturité de Marx, c'est le Capital. Ce sont ces textes d'économie politique, de réflexion sur l'économie, dans lesquels justement il dit que le capitalisme est condamné, fera place à une société supérieure. Alors on se dit non, mais il y a des textes de jeunesse peut-être. Et alors on retrouve effectivement, je dis peut-être parce qu'il a fallu les années 1930 pour qu'on publie un certain nombre de manuscrits, donc de textes que Marx n'avait jamais publiés. Et ces manuscrits de jeunesse, vous allez voir, il y en a en particulier des manuscrits parisiens de 1844, sont des manuscrits plus philosophiques, dans lesquels, effectivement, on essayait de retrouver un Marx plus pur, c'est-à-dire critique, effectivement, de l'ordre existant, mais auquel on ne pouvait absolument pas rattacher une théorie qui serait une théorie de la dictature du prolétariat, qui a été la théorie développée par Lénine, mais aussi par Marx, dans quelques phrases, mais le Marx de maturité. On essayait de revenir à une source de plus en plus authentique. Alors, je me suis aperçu de ce que c'était un phénomène que nous rencontrons partout, non pas dans la philosophie, mais dans les religions. Et Aron a parlé effectivement à propos du marxisme, d'une religion séculière. Le séculier, vous savez, c'est la vieille opposition entre le ciel et la terre. Ce qui est dans le siècle, c'est-à-dire ce qui est dans le temps, et ce qui donc est limité,
ce qui devient, ce qui se corrompt, ce qui vieillit, ce qui meurt, c'est ce qui est dans le siècle, dans les siècles. On appelle ça le séculier, par opposition à Dieu, l'éternité, ce qu'on appelait les ordres réguliers, aussi les moines qui se consacraient directement à Dieu dans des ordres. Et Aron a dit, au fond, le marxisme, c'est une religion séculière, ce qui est un paradoxe, parce que la religion, c'est justement le contraire du séculier. Mais au fond, Marx retrouve à la fin de l'histoire, dans son grand mouvement, il découvre ce que les religions vous promettent. Il découvre peut-être pas l'immortalité, mais il découvre en tout cas la communauté des individus, la réconciliation des individus, la justice enfin sur terre, et des choses comme ça. Et effectivement, comme il y avait cette espèce d'attente chez Marx lui-même et chez ses lecteurs, on a toujours essayé de trouver dans les textes de Marx quelque chose que l'on pouvait conserver. Et si vous voulez, cette idée, Marx n'a jamais tort, c'est ses interprètes, c'est ceux qui ont essayé de l'appliquer. Vous avez pareillement des discussions comme ça dans le christianisme, dans l'islam, avec l'islam n'a jamais tort, ce sont les mauvaises interprétations, etc., etc. Et quelque part, en matière religieuse, on peut le comprendre, parce que là, il y a des textes quand même qui, même si on peut les interpréter, dans le meilleur des cas, sont des textes quand même qui sont d'une source transcendante, et qui sommes-nous, nous, simples humains, pour aller les contester? Tandis que dans le cas de Marx, évidemment, Marx était un philosophe comme tout le monde, un être humain, athée, mais justement, on le traitait comme une sorte de Dieu, c'est-à-dire qu'on se disait, c'est horrible ce qui s'est passé quand on était lucide, mais Marx ne peut pas avoir eu tort. Il doit y avoir un vrai Marx, un Marx authentique. Le Marx du Capital ou le Marx des œuvres de jeunesse. Et quelque part, c'était évidemment quelque chose qui a créé des bibliothèques entières de textes, mais qui était très décevant sur le plan de la réflexion, parce qu'on n'arrivait pas à adopter vis-à-vis de Marx une attitude de réflexion critique qu'on pourrait adopter vis-à-vis de Voltaire, de Rousseau. Vous savez, les philosophes ont toujours été en conflit, de Kant et de Hegel, de Platon et d'Aristote, etc., des nominalistes et des réalistes au Moyen-Âge. On n'arrivait pas à adopter cette attitude-là dans la mesure, effectivement, où les enjeux d'émancipation globale étaient tellement importants et où tellement de gens, de partis, de dirigeants se réclamaient, parfois sans avoir lu le Capital, et la plupart du temps sans avoir lu le Capital, se réclamaient de Marx. Alors donc, ça c'est l'introduction, c'est-à-dire c'est quand même un phénomène particulier, le rapport qu'on peut avoir à Marx. On l'a oublié aujourd'hui, parce que depuis les années 1980 et la fin du communisme soviétique en tout cas, et l'évolution de la Chine qui n'est plus du tout communiste, il y a un parti dirigeant mais il n'y a pas d'idée communiste dans le discours est beaucoup plus nationaliste et capitaliste sauvage d'ailleurs. Donc depuis une trentaine d'années, au fond, on rencontre très peu de gens, il y en a encore bien entendu, qui vont rechercher, mais Marx avait quand même raison. Et ce sont des choses qui aujourd'hui, étant donné le développement des inégalités, risquent de se reproduire. C'est-à-dire qu'une chose est d'aller se dire, Marx en tant qu'intellectuel, est-ce qu'il a peut-être des choses à nous dire sur la manière dont le monde évolue aujourd'hui? Une autre, ce serait absolument de dire, vous voyez la crise maintenant, vous voyez la montée des inégalités, donc Marx avait raison, donc les adversaires de Marx étaient totalement dans le faux, etc. Bon, il faut essayer d'éviter ça, parce que sinon, on est entièrement dans ce que Marx lui-même appelait l'idéologie. Vous savez, l'idéologie, Marx l'a bien définie, comme étant un ensemble d'idées qui servent surtout à justifier une position dans la société. Et donc, l'idéologie, c'est le contraire de la philosophie. Hein, c'est le contraire de la philosophie, c'est-à-dire que vous ne parlez pas de ce qui vous gêne, et vous mettez en avant tout ce qui peut faire en sorte que vous ayez raison, que la classe à laquelle vous apparteniez puisse continuer à jouir des privilèges dont elle bénéficie, etc. Ou si vous êtes dans l'opposition, inversement, que les critiques que vous adressez à la classe dominante soient des critiques qui soient toujours légitimes, et là, vous n'aimez pas qu'on attaque la manière dont vous essayez de renverser la classe dominante. Ça, c'est de l'idéologie. Malheureusement, l'idéologie est extrêmement présente dans tous ces débats. Marx est né en 1818 et il est mort en 1883. Alors il est né c'est important pour la suite, il est né, je vais vous donner le cadre maintenant, après je remplirai petit à petit le cadre, puisque évidemment il faut toutes ces séances-là pour le faire, mais j'aimerais bien pouvoir, après avoir fixé le contexte dans lequel nous-mêmes parlons de Marx aujourd'hui, comme à l'époque où je faisais mes études, on posait toujours la question « d'où parles-tu » Bon, moi je parle en tant qu'intellectuel qui essaye, on a tous de l'idéologie en nous bien entendu, mais qui essaye de lutter contre la part d'idéologie
essayer d'un peu comprendre le monde et peut-être donner un certain nombre de pistes. Alors, il est né en 1818, c'est important, il est né en Rhénanie, c'est-à-dire à Trèves, en Allemagne occidentale. À l'époque, c'était après 1818, c'est après les guerres napoléoniennes et la chute de Napoléon, hein, la défaite de Napoléon à Waterloo, après les 100 jours, où il était revenu pendant 3 mois à peu près au pouvoir, de l'île d'Elbe. À ce moment-là, il était exilé à Sainte-Hélène en 1818, et le rapport à l'Allemagne, puisque Marx était allemand, était un rapport assez particulier parce que la Rhénanie avait été donnée à la Prusse après les guerres napoléoniennes. La Prusse, c'était beaucoup plus à l'est, hein, du côté de Berlin, du Brandebourg, et la Prusse orientale, enfin, c'était beaucoup plus à l'est, et c'était surtout des protestants. Et la Rhénanie était une Rhénanie catholique. Donc il y avait des tensions. Et en plus, comme vous le savez sans doute, quand les Français, dans les guerres révolutionnaires, même avant Napoléon, hein, à la fin du XVIIIe siècle, une trentaine d'années auparavant, ou vingtaine d'années auparavant, avaient envahi toutes sortes de pays, dont la Rhénanie, ils avaient apporté à un certain nombre d'individus des progrès considérables. Il y a eu un moment où c'était populaire. Hein. Hegel lui-même a dit, quand il a vu Napoléon à cheval à Austerlitz, j'ai vu l'esprit du monde sur un cheval. Donc quelque part, pour eux, c'était une libération extraordinaire, puisqu'il y a eu le Code civil, il y a eu l'égalité devant la loi, la fin des privilèges d'Ancien Régime qui étaient présents partout, en France, mais aussi en Allemagne, enfin la fin temporaire, parce qu'il y a des moments où tout ça est devenu beaucoup plus réactionnaire, mais enfin quelque part, et surtout pour les Juifs, puisque Marx vient d'une famille de Juifs converti, le père s'est converti à peu près au moment de la naissance de Marx ou un petit peu avant, au protestantisme, et pour les Juifs, ça a aussi été la possibilité d'exercer leur liberté. Alors évidemment, pour s'assimiler à la société, à l'époque, souvent les Juifs se convertissaient, hein, bon, parce que ce n'étaient pas des États au sens laïque du terme, ils étaient confrontés à l'opposition entre Juifs et chrétiens, mais quelque part on le leur permettait, et le père de Marx était un avocat qui avait la possibilité, qui était devenu une sorte de notable en Rhénanie. Et donc Marx est né dans ce contexte-là. Il a fait ses études, donc quand je vous ai dit 1818, et il a fait une thèse de doctorat en philosophie. D'abord son père voulait qu'il fasse le droit, mais il a quand même choisi la philosophie. Hein. C'est un peu mon itinéraire à moi, je ne suis pas Marx quand même. Hein. Mais enfin bon, j'ai fait le droit et puis je faisais la philosophie pour mon plaisir, en ne sachant pas qu'on pouvait gagner sa vie en faisant de la philosophie. Et puis j'ai continué dans la philosophie plus que Marx lui-même, parce que Marx lui-même a une attitude, vous allez le voir, qui est très critique vis-à-vis de la philosophie. Mais enfin, il fait une thèse de doctorat en 1841, qu'il défend en 1841, donc où il a à ce moment-là 23 ans, quelque chose comme ça, et il fait une thèse dont le sujet paraît assez éloigné de ce qu'on connaît de Marx, puisqu'il fait une thèse sur la différence des systèmes de Démocrite et d'Épicure. Un système de Démocrite, donc système, le mot est peut-être mal choisi, mais enfin ça s'appelle comme ça, parce qu'on a des fragments, on n'a pas véritablement de pensée systématique. La notion de système est plutôt une notion moderne. Vous pensez à Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, bon, Wolff au XVIIIe siècle, mais bon, enfin, il dit différence des systèmes de Démocrite et d'Épicure, et puis effectivement, il est très cultivé, donc c'est une analyse en essayant de montrer que ce sont deux philosophes atomistes. Donc, vous savez, le premier philosophe grec, les présocratiques, donc Démocrite, et puis Épicure plus tard, bon, ils conçoivent le monde, ce sont des matérialistes, c'est-à-dire qu'ils conçoivent le monde comme composé d'atomes, hein, d'éléments qui sont insécables, et qui forment le monde, les impressions, les corps, etc. Et Épicure, évidemment, est en même temps un disciple de Démocrite, mais entre Démocrite et Épicure, il y a eu Aristote qui a critiqué Démocrite, donc il essaye de répondre, sans toujours le dire d'ailleurs, aux critiques d'Aristote, donc il y a des différences. Mais quand vous lisez ça, effectivement, c'est très technique, c'est très philologique, et c'est effectivement une thèse qui n'a pas grand-chose à voir avec les intérêts qui étaient déjà ceux de Marx à l'époque, c'est-à-dire des intérêts de type politique et journalistique, vous allez le voir.
Alors, la chose qui est importante, c'est que, bien sûr, Marx affirme déjà là, ce qui à l'époque n'est pas banal et n'est pas trivial, et n'est pas sans conséquence, il affirme son athéisme. Il affirme son athéisme, il choisit des philosophes matérialistes. Certes, Épicure disait encore que quelque part les dieux existent, mais que les dieux ne s'occupent pas des hommes, et donc nous n'avons pas peur, il ne faut pas avoir peur d'un châtiment après la mort, de toute façon après la mort il n'y a rien du tout. Et quelque part dans le contexte du XIXe siècle de Marx, bon, se référer à Épicure ou à Démocrite auparavant, bon, ben, c'était un acte qui était un acte courageux d'athéisme. Bon. Alors, à l'époque, on est en 1841, c'est là que Marx va commencer à travailler. Et il va revenir, il avait fait ses études à Berlin, il va revenir en Rhénanie, et il va rester souvent à Cologne, donc qui est la ville la plus importante. Trèves, c'est une plus petite ville, et là, il va faire du journalisme. C'est-à-dire qu'il va travailler dans un journal où déjà il défend des positions qui sont des positions de gauche. Alors il n'a pas encore élaboré toutes ces conceptions à l'époque, et il est dans un milieu, je vous en parlerai aussi, qui est le milieu de ceux qu'on appelle les jeunes hegeliens. Alors, Hegel, qui était mort en 1831, était à l'époque le grand philosophe incontournable. Donc je vous expliquerai un peu pourquoi, parce que c'est un philosophe extrêmement difficile, mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans les prochaines leçons. Mais Hegel était vraiment le philosophe auquel tout le monde se référait, et il y avait des hegeliens de droite qui tiraient de Hegel des conséquences plutôt conservatrices, et des hegeliens de gauche, auxquels se rattachait Marx, et qui, eux, essayaient de tirer de Hegel des conséquences progressiste. On retrouvera tout ça dans l'histoire dont j'ai commencé à vous parler quand je vous ai dit que Marx pensait que le capitalisme allait mourir de sa belle mort, et allait donner lieu à un régime supérieur. Toute cette idée d'un développement historique se trouve dans Hegel. Hein. Donc, mais ça, j'y reviendrai de façon plus technique, pas trop, mais un peu technique par la suite. Et donc, le milieu de Marx est un milieu de jeunes hegeliens, donc des hegeliens de gauche, qui croient que la société va progresser et qui dénoncent les pouvoirs existants, pas encore sur un plan tellement économique, mais surtout sur un plan politique. C'est-à-dire que le gouvernement prussien, qui règne, je vous l'ai dit, en Rhénanie, a été un gouvernement relativement libéral. Donc jusque 1840, vous voyez l'époque où Marx fait sa thèse, jusque 1840, on considère que le régime prussien est un régime plus moderne, protestant, plus moderne que la vieille tradition catholique de Rhénanie, avec ses privilèges qui avaient été abolis par Napoléon, que les anciennes familles et les anciens noblions essayent de récupérer, et on considère que le protestantisme est plus moderne. Et d'ailleurs, le père de Marx s'était converti au protestantisme, pas au catholicisme. Et donc il y avait évidemment en Rhénanie des tensions, parce que l'administration était prussienne protestante, et il y avait toute une intelligentsia, une bourgeoisie catholique qui était évidemment très opposée. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'en 1840, c'est l'avènement de Frédéric Guillaume IV, donc ce sont des lointains descendants du grand Frédéric II du XVIIIe siècle, l'ami de Voltaire, enfin avant qu'ils se disputent. Et quand Frédéric Guillaume IV accède au pouvoir en 1840, c'est la réaction. Il redonne du pouvoir aux hobereaux, ce qu'on appelle les hobereaux, les nobles. Il revient en arrière sur tout un ensemble de libertés qui avaient été petit à petit acquises. Bon, on n'était pas encore comme aujourd'hui, bien entendu, il n'y a pas de déclaration des droits de l'homme, mais ou du moins il y en avait une en France, mais ce n'était même pas appliqué en France, et sûrement pas en Allemagne. Mais enfin, il y avait un espace de liberté. La presse avait acquis une certaine liberté, même s'il y avait encore une censure. Il n'y avait pas une totale liberté religieuse, mais bon, il y avait une certaine ouverture. On avait permis aux Juifs de s'émanciper, etc. Et là, ça se ferme à partir de Frédéric Guillaume IV, et c'est le moment, évidemment, où Marx entre dans la vie active, et donc il entre dans la vie active avec une position qui va rester toute sa vie, une position anti-prussienne, contre la bureaucratie prussienne, contre le régime oppresseur prussien,
Et vous allez le voir, je vous le dirai après, aussi anti-russe, parce qu'il a toujours considéré, ou du moins à cette époque-là, mais pendant longtemps, que les Russes étaient les alliés des Prussiens, et que les Russes étaient l'incarnation même de la réaction en Europe, le tsarisme. Hein, bon, hein. Donc ça, la critique du tsarisme, elle est déjà chez Marx, mais le problème, c'est qu'il n'attendait pas du tout une révolution en Russie, pour des raisons que je vous développerai. Donc, on est dans ce contexte-là, où Marx et quelques jeunes hegéliens, dont dont je vais vous parler après parce que c'est un personnage important dans la jeunesse de Marx, qui s'appelle Bruno Bauer. Bruno Bauer, qui est un jeune hegelien avec lequel Marx travaille pendant un petit temps, et puis avec lequel Marx aura des polémiques. Alors il faut dire que Marx avait un caractère épouvantable. Il faut bien dire qu'effectivement, beaucoup de querelles d'idées avec des courants politiques dans la vie de Marx sont souvent des querelles de personnes. Et que parfois il y a des enjeux, parfois vous vous dites, franchement, ils défendent la même idée, mais il n'y a pas de place où il n'y a pas de gâteau pour tout le monde. Marx était très complotiste aussi, avait tendance à, déjà à l'époque, et ça, vous savez combien ça sera développé dans le communisme, avait tendance déjà à considérer que s'il avait des adversaires, c'est qu'ils étaient manipulés par les Russes, par les Prussiens, par qu'ils étaient payés, stipendiés, etc. Donc Marx n'est pas resté ami avec un certain nombre d'alliés pendant longtemps. Et donc ici on est dans la jeunesse, on est en 1841-42, hein, où il travaille à un journal qui s'appelle la Gazette rhénane, qui est un journal qui survit parce que les Prussiens y ont vu un moment leur avantage pour concurrencer un journal catholique, la Kölnische Zeitung, le journal de Cologne. Donc la Gazette rhénane était un opposant aux catholiques. En même temps, comme la Gazette rhénane critiquait l'autoritarisme prussien, ça n'a pas duré longtemps. Et Marx écrit à ce moment-là des articles qui sont intéressants, je parlerai, qui sont des articles plutôt, je dirais, libéraux. C'est-à-dire dans lesquels il défend d'abord la liberté d'expression contre la censure prussienne de façon très nette. Et alors, il a aussi un article, on voit ça d'ailleurs dans le film auquel Amélie a fait référence, et qui est un film qui s'appelle Le Jeune Marx, et qui parle de cette période-là, enfin la période dont je veux parler maintenant. Et on voit effectivement tout au début des pauvres gens qui ramassent du bois mort dans des forêts, hein, mais qui ont été privatisés, donc on leur a privé d'un vieux droit médiéval qui était le droit de ramassage. Et dans le film, c'est très très brutal. Enfin, ils se font massacrer par des types à cheval, etc. Bon, c'est sans doute un peu romancé. Mais enfin, il y avait cette histoire, une grande discussion sur la question, ce qu'on appelait le vol de bois, ou ce qui était devenu le vol de bois, et qui permettait à de pauvres gens qui auparavant pouvaient le faire, qui permettait donc de survivre en utilisant donc ce bois que personne n'utilisait, qui était du bois mort, mais qu'eux utilisaient pour se chauffer ou pour construire des abris, je ne sais pas. Et à un moment, avec le développement de la propriété privée, de l'appropriation des terres, eh bien, ils ne pouvaient plus faire ça et ils étaient soumis à la répression. Et Marx a écrit un article sur le vol de bois qui est déjà intéressant, et ça vous allez le voir, quant à la manière dont il comprend les problèmes. C'est-à-dire qu'il considère que moralement c'est insupportable, il a une sensibilité de gauche manifestement, il considère que c'est insupportable de ne pas permettre à ces pauvres gens de pouvoir survivre en ramassant quelque chose qui d'ailleurs ne sert à rien et ne donne pas du profit aux propriétaires, mais qui est une irruption dans la propriété, hein, sur le territoire des propriétaires. Donc ça il le critique, et en même temps c'est important, il se dit, bon, ben, c'est une évolution qui est une évolution inévitable. On passe du vieux système médiéval à un système qui est le système qui va devenir le système capitaliste, en tout cas un système de propriété privée. Et ce système de propriété privée, même s'il est brutal, même s'il est injuste, même s'il crée des inégalités, etc., va dans le sens de l'histoire. Il faut en passer par là. Alors, je ne dis pas qu'il a dit ça tout le temps, mais il a dit la majeure partie du temps, il y a des étapes de l'histoire. Et donc, si le capitalisme crée des inégalités et crée la situation, la condition ouvrière dont lui et son ami Engels est son grand collaborateur, dont lui et son ami Engels parlent, c'est vrai. Marx dira, il utilise beaucoup d'euphémismes dans un ouvrage, l'histoire progresse par ses mauvais côtés. L'histoire progresse par ses mauvais côtés. Hegel avait utilisé une autre formule, il faut voir la rose fleurir sur la croix du présent.
La croix du présent, c'est évidemment la souffrance, l'élément négatif. Et le fait que, non pas, il ne faut pas adopter par rapport à ça une attitude simplement, on en parlera plus tard, négative, en disant c'est pas bien. Il faut savoir qu'effectivement, il y a un mouvement historique et que ce mouvement historique n'est pas sans faire des dégâts. Et donc déjà dans son article sur le vol de bois, il n'est pas tout à fait pour les paysans qui volent le bois. Il regrette, il trouve que c'est une grande souffrance et en même temps il se dit il y a un mouvement historique, on ne va pas revenir au Moyen-Âge parce qu'il y avait une grande nostalgie des communes du Moyen-Âge, de la possibilité d'utiliser les terrains communs. Enfin, il y a eu, c'était quand même l'époque romantique ou post-romantique où il y avait une très grande nostalgie du Moyen-Âge et ce retour est d'un retour en arrière. Les artisans qui luttaient contre la perte de leur métier par le développement petit à petit de la société industrielle, on est en 1840, c'est déjà les chemins de fer, c'est les métiers à tisser. Tout ça, c'est un changement drastique de société auquel nous assistons d'ailleurs aujourd'hui et qui sont d'ailleurs les bases du vote pour les populistes et de Trump pour une partie des bases, c'est-à-dire des gens qui sont perdus par rapport à un univers qui se transforme rapidement, qui peut-être va recréer du travail. Ça s'est passé à l'époque de Marx, aujourd'hui c'est peut-être plus discutable, mais ce n'est pas du travail, le même type de travail, ce n'est pas pour les mêmes, et surtout pas pour des gens de 55, 60 ans dont on leur dit ben, on ferme cette industrie parce qu'elle est polluante, ou parce que c'est fini, ou parce que c'est plus compétitif, ou parce que les Chinois ou les Coréens le font. Et bon, il y a un problème d'accompagnement, il y a souvent un problème de résistance et de nostalgie, de c'était mieux avant. Hein? Bon, vous avez des polémistes de bas étage comme Éric Zemmour qui surfent là-dessus, bien entendu, mais ça, bon, ça c'est la mousse parisienne, si vous voulez. Hein? Bon, mais vous avez ces situations qui sont des situations de grande transformation, alors dans lesquelles se produit parfois ce qu'Alfred Sauvy appelle le grand déversement, c'est-à-dire qu'on perd, à l'époque de Marx, les métiers traditionnels, les femmes qui tissaient chez elles, et il y a toutes sortes de nouveaux métiers créés par la société industrielle, mais dans la transition, souvent, les ouvriers, il y a eu des révoltes d'ouvriers qui cassaient les machines, parce que dans la transition, c'est pas pour les mêmes, si vous voulez, et qu'il y a donc des problèmes qui sont... Il faut accompagner ça, la société le faisait encore moins bien qu'aujourd'hui, bien entendu, à l'époque, et donc, quand il est confronté à ça, c'était pas des métiers, c'est du ramassage de bois, mais c'était des pratiques et des coutumes qui atténuait un petit peu la dureté du sort des pauvres. Et donc il est sensible à ça, et en même temps il se dit, la société moderne qui se développe sur la base de la propriété privée va créer beaucoup de progrès, elle va industrialiser, elle va créer de la prospérité, elle va créer des inégalités, à un moment le capitalisme va arriver à sa fin, et ce sera des régimes ultérieurs, etc. Il est dans cette logique historique, qui vous allez voir est une logique hegelienne, et cette logique historique mène parfois à mettre un peu sous le boisseau, c'est le cas de le dire, les conceptions morales et les critiques morales, parce qu'il dit bien dans cet article sur le vol de bois, il dit bien que c'est vraiment pas bien, que c'est vraiment très triste, et en même temps on a l'impression qu'il le dit déjà en disant oui mais c'est le mouvement nécessaire de l'histoire, et que donc c'est comme ça, on peut essayer de faire quelque chose, mais surtout pas de rétablir ce monde qui était un monde que Marx, vous allez le voir dans le manifeste communiste, décrit de façon très négative, le monde agricole, le monde médiéval, un monde où l'homme était asservi à la terre, il dépendait de son curé, il était complètement abéti, etc. Donc il ne faut pas revenir à ça sous prétexte, effectivement, il y a des choses qui sont des choses moralement difficiles à avaler dans le développement de la société moderne. Ça, il faudra toujours garder, et ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, les deux types de condamnation. On fait une condamnation morale de quelque chose, mais surtout, c'est l'idée qu'à un certain moment, un ancien régime est condamné. Ici, c'est le régime médiéval, l'ancien régime. Il est condamné par l'histoire, il va être remplacé, je schématise, par le capitalisme. Et à un moment, toute l'idée de Marx, c'est qu'à un moment, le capitalisme aussi va subir le même destin. Ça, c'est évidemment la grande difficulté, parce que là, il parle du futur, de ce qu'il croit être imminent. D'ailleurs, les premiers, Marx Engels, étaient un peu comme les premiers chrétiens. Vous savez, les premiers chrétiens, ils croyaient souvent à l'imminence du retour de Jésus. Il y avait beaucoup cette idée-là que Jésus allait revenir, et puis ce n'est qu'après que l'Église a dû se développer pour
un très long travail historique, c'est assez pareil chez Marx et Engels, qui chaque fois, quand je vous montrerai ça quand j'envisagerai la biographie, chaque fois qu'il y a eu des mouvements, et il y a eu des mouvements, il y a eu les révolutions de 1848, il y a eu la guerre civile en France, la Commune de Paris en 1870, etc., 71, début 71, tout ça, à chaque fois, il se disait, voilà la révolution mondiale qui est en jeu. Maintenant, il faut savoir que dans ces articles de jeunesse, il était déjà dans une tension qu'on va retrouver par la suite. Et cette tension qu'on va retrouver par la suite, j'arriverai peut-être pas au bout de ma biographie aujourd'hui, mais je préfère placer les choses pour que ce soit clair, parce que c'est important ce qui se passe à ce moment-là. Un moment, donc, quand Marx parle de cette idée du vol de bois, donc on voit qu'il est confronté à une transition entre, disons, une société pré-capitaliste, médiévale, paysanne, basée sur la propriété de la terre, etc., et d'autre part le passage à une société moderne, une société bourgeoise, capitaliste, avec des libertés constitutionnelles, le droit de propriété et des choses comme ça. Maintenant, la grande difficulté de Marx, c'est que tout ça se passe de façon très inégale. C'est-à-dire qu'il y a dans des pays, en Allemagne, mais plus encore si vous allez à l'est de l'Europe, des pays qui n'ont même pas encore fait leur révolution bourgeoise. Donc, si vous voulez, il a le modèle de 1789, parce qu'à mains égards, 1789 et Napoléon ont établi ce qu'on appelle les libertés bourgeoises, qui sont des libertés très importantes, mais qui sont aussi basées sur la famille, le droit de propriété. On est encore, le code Napoléon, on le change petit à petit aujourd'hui, il est encore valide à mains égards. Et donc, des pays comme la France, comme l'Angleterre surtout, avaient fait leur révolution libérale. Et donc, ceux qui étaient au pouvoir, c'était essentiellement les capitalistes. Ça pouvait être des nobles en Angleterre, parce qu'en Angleterre, justement, ils ne se sont pas refusés à entrer dans l'univers du travail. Mais vous aviez d'autres pays dans lesquels, au fond, il n'y avait pas encore fait 89. Si vous prenez le modèle 1789 comme modèle de révolution bourgeoise, et puis la révolution que Marx attend, c'est-à-dire la révolution socialiste, une fois que la société bourgeoise et industrielle aura développé ses contradictions, qu'elle sera condamnée, qu'elle devra être remplacée par un autre système. Vous avez cette idée-là. Le problème, c'est que s'ils pensaient à la France et à l'Angleterre, la révolution bourgeoise avait déjà eu lieu. L'adversaire était la société bourgeoise déjà présente, génératrice d'inégalités, etc. Mais dans d'autres pays, comme en Prusse, comme dans les possessions autrichiennes, et vous savez que les Autrichiens possédaient tout un ensemble de pays slaves, la Hongrie aussi, dans tous ces pays-là, la révolution bourgeoise n'avait même pas encore été faite. Et qu'est-ce qu'il fallait faire quand il y avait des mouvements de révolte? Et c'est quelque chose qui s'est posé, mais 1000 fois à Marx. Est-ce qu'il fallait soutenir, je veux dire, l'équivalent des ramasseurs de bois, qui luttaient contre une société qui se mettait en place et qui créait beaucoup d'inégalités? Ça, c'était la position moraliste que Marx dénonçait, en disant ça ne fera pas de bien, parce que quelque part, vous allez empêcher le progrès, même si le progrès a des dégâts. Les désillusions du progrès, comme disait Raymond Aron, il y a des dégâts dans le progrès. Et alors, ou bien alors, on prend une position différente que Marx a parfois prise et qui est délicate, qui consiste à soutenir plutôt les bourgeoisies, avec cette idée qu'il faut d'abord que les bourgeois se développent, et quand la société bourgeoise se sera développée, à ce moment-là, il y aura une classe ouvrière qui sera née dans le sein de la société bourgeoise et qui sera prête à prendre le relais. Oui, mais ça veut dire que dans l'immédiat, parfois, il avait tendance à soutenir une révolution bourgeoise, alors qu'évidemment les ouvriers ou les artisans ou les ramasseurs de bois étaient très opposés, que donc il a pendant tout un temps très fortement hésité, c'est-à-dire il ne voulait pas soutenir la société bourgeoise qui se mettait en place, en même temps la société bourgeoise qui se mettait en place, ça faisait partie d'une étape historique nécessaire. Vous verrez ça quand je vous parlerai de sa conception qu'il appelle le matérialisme historique, enfin qu'on a appelé le matérialisme historique, et qui est une conception qu'il a développée à partir de 1859, donc beaucoup plus tard. Vous voyez c'est Marx, comme il a gagné sa vie très souvent comme journaliste, qu'il a été un activiste politique, mais assez marginal pour finir, ce n'est que vers la fin de sa vie qu'il a été reconnu comme un leader important et craint comme un leader important. Vous voyez que petit à petit, il met en place cette idée, et c'est vrai
que l'élément tout à fait essentiel de la conception historique de Marx, il a quand même trouvé dans son analyse de la Révolution française. Donc l'idée, la Révolution française met fin à l'Ancien Régime, et donc la classe dirigeante, qui était la classe des nobles, du haut clergé, la monarchie bien entendu, basée sur la propriété terrienne, est éliminée petit à petit par la bourgeoisie, avec la propriété mobilière. Tout ça, évidemment, quand on va dans le détail, parfois il fait des analyses de classe beaucoup plus subtiles que simplement ce changement-là, mais grosso modo, c'est comme ça qu'il envisage l'histoire. Et toute sa vie, il se dit, nous sommes proches de l'étape suivante, c'est-à-dire du moment où la révolution bourgeoise la révolution bourgeoise qui a créé la société bourgeoise va elle-même donner place à une révolution qui sera une révolution prolétarienne. Hein, ce qu'il appelle les prolétaires, c'est un terme romain pour dire ceux qui n'ont rien. Bon. Et donc, il est confronté à ça, et donc, après 1842-43, quand il écrit ses journaux, un moment, évidemment, comme il se radicalise, il se fait expulser d'Allemagne, il va à Paris. Et cette période-là qu'on parle dans le film auquel Amélie a fait référence. Et quand il est à Paris, effectivement, il commence à étudier l'économie et donc à essayer de comprendre un peu le monde dans lequel il vit, en se disant, ce qui est important, et c'est le seul qui le fait de façon systématique, ce qui est important, c'est l'économie, parce que le capitalisme et le marché vont prendre une place considérable dans la vie des gens, il l'avait bien vu, vont se développer mondialement, il l'avait bien vu aussi, il a même prévu d'une certaine manière ce qui s'est passé depuis les années 1970-80, c'est-à-dire le phénomène de mondialisation. Mais évidemment, pour lui, ce phénomène de mondialisation capitaliste devait mener à un régime supérieur. Et aujourd'hui, évidemment, la question est de savoir, est-ce que le socialisme va naître dans les flancs du capitalisme? Ça va être un problème qui est un problème beaucoup plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est à Paris, il écrit des textes qui sont à la fois des textes philosophiques, il écrit un texte sur la question juive dont je vous parlerai, et ça, il faut lire les termes que Marx utilise. Marx est fils de juif converti, et dans sa correspondance personnelle, et même dans cet article de la question juive, les mots sur les juifs sont horribles, tout simplement. Alors vous pouvez avoir, il y a mille manières de... Moi, j'ai fait un débat avec Henri Pénard-Ruiz, qui est un collègue et ami français, et qui a fait un livre qui s'appelle Marx quand même, il y a un an ou deux. Et on a fait un débat ensemble au Centre laïque juif. Et alors, il considère que bien sûr que les propos de Marx contre les juifs, c'est pas du tout aussi grave qu'on le croit. Et moi, simplement, je suis arrivé avec mon exemplaire de la question juive de Marx, qui tient quasi plus ensemble, parce que c'est de l'époque où je m'intéressais beaucoup à Marx. J'ai lu ce qu'il disait, et ce qu'il dit est terrible. Et ce qu'il dit dans sa correspondance avec Engels aussi est terrible. C'est comme ça, il faudra passer par là. Il faudra passer par là, parce qu'il y a aussi un certain antisémitisme populaire et de gauche, et il faut voir quel est le lien. Alors, Marx, c'est la question juive, c'est 1842-43, quand il est à Paris, il va à Paris, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme racial qui ne se développe que 30 ou 40 ans plus tard. Mais bon, déjà, l'enseignement de la haine, déjà, il y a quelque chose quand même de très problématique. Donc il écrit ces manuscrits qui seront publiés beaucoup plus tard, les fameux, on a appelé ça les manuscrits de 1844. Donc il écrit les manuscrits qu'on appelle manuscrits économico-philosophiques. Donc ça, ce sont les premiers textes développés de Marx qui parlent de l'économie encore de façon très philosophique. Mais ils n'ont pas été publiés, ils sont publiés que plus tard, dans les années 1930, et c'est à ce moment-là que tous ceux qui étaient déçus par le stalinisme, etc., voulaient revenir au jeune Marx, puisqu'on avait maintenant des textes. De la même manière, en 1845-46, il publie un gros livre qui s'appelle L'idéologie allemande, donc il parle de l'idéologie, de façon négative, bien sûr, et ce qui est très caractéristique, c'est qu'il commence ce qui va être dans son histoire à lui et dans l'histoire du communisme, les combats essentiels, souvent, sont des combats à l'intérieur du camp de la gauche, contre d'autres gens de gauche, contre d'autres socialistes, et les polémiques sont des polémiques d'une brutalité souvent très, 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 très forte, en particulier la polémique contre Proudhon. Parce qu'après cette idéologie allemande, dont certaines parties de nouveau sont publiées, la totalité de nouveau sera publiée dans les années 1930, il publie en 1847, donc on est à un an des révolutions de 1848, il publie en 1847 un livre qui s'appelle Misère de la philosophie et qui est une attaque contre Proudhon, Proudhon étant
socialiste ou anarchiste, enfin quelqu'un qui en tout cas a critiqué la propriété. Dans son ouvrage Qu'est-ce que la propriété, il a prononcé la fameuse phrase « la propriété c'est le vol ». Enfin, il est du côté de la gauche, si vous voulez. Et donc la polémique de Marx contre Proudhon est une polémique tout à fait terrible. Et c'est là-dedans qu'il dit quelque chose d'ailleurs qui à mon avis est très pertinent, parce qu'il commence à dire Proudhon a écrit un livre qui s'appelle Philosophie de la misère. Il essaye de comprendre, comme Marx, la misère, mais son approche philosophique ne plaît pas du tout à Marx. Il considère que c'est nul, et donc il fait ce qu'on appelle un chiasme, et il fait ça très souvent. C'est presque un tic chez lui. Il appelle son livre à lui Misère de la philosophie. Donc philosophie de la misère, misère de la philosophie. Hein. Il dira plus tard, ce n'est pas l'arme de la critique, c'est la critique des armes qu'il faut, donc la violence. Hein. Bon. Donc il aimait bien faire ses chiasmes. Et dans Misère de la philosophie, qui est une dénonciation de philosophie de la misère de Proudhon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, au fond, M. Proudhon essaye de faire la philosophie de l'économie, puisque la misère est basée sur la situation économique et sociale des gens à l'époque. Et au fond, M. Proudhon prétend être un grand économiste et un grand philosophe. Alors les Anglais, qui ne connaissent rien à la philosophie, mais qui connaissent très bien l'économie, disent « Oh, c'est un grand philosophe allemand, un profond philosophe allemand. Hein » Comme disait Nietzsche des poètes, ils troublent leurs eaux pour qu'elles paraissent profondes. Hein. Donc c'est un profond philosophe allemand, on n'y comprend rien, mais en tout cas, tout ce qu'il dit en économie, c'est nul. Mais c'est un profond philosophe allemand. Et les Allemands, qui sont très forts en philosophie, mais qui ne connaissent pas l'économie, dit Marx, les Allemands disent en philosophie c'est mauvais, mais ça doit être très très bien économiquement. Et donc ils passent entre les gouttes, si vous voulez, dit Marx, et c'est assez vrai, c'est assez cruel, mais c'est dans cet ouvrage-là, effectivement, qu'il dénonce ceux qu'il appelle les socialistes utopiques, donc les socialistes moralisants. Ils construisent des utopies, ils disent non, ça ne va pas, on ne peut pas mettre des gens dans la situation où ils doivent voler du bois ou des choses comme ça. Marx dit il faut comprendre le vrai mouvement de l'histoire, et il dit cette fameuse phrase dont je vous ai déjà parlé, l'histoire progresse par ses mauvais côtés, hein, dans Misère de la philosophie. À ce moment-là, bon, parce qu'il a passé sa vie en exilé, Marx, hein, donc il a déjà, le gouvernement prussien a fait pression sur les Français, et il a dû quitter Paris vers 1845, de 1845 à 1848, donc Misère de la philosophie 1847, ces périodes-là, il est où ça? Ici, à Bruxelles. Il est exilé à Bruxelles parce que la Belgique est plus libérale, mais en 1848, quand il va y avoir les révolutions un peu dans toute l'Europe, en particulier en France, mais dans toute l'Europe, là, il s'en tirera le souffle, il va se faire aussi expulser du gouvernement belge, parce que, de la Belgique par le gouvernement belge, parce que, bon, il va souvent en Allemagne, il retourne en Rhénanie, il joue un rôle qui est un rôle assez marginal, pas très 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 connu à l'époque, mais enfin suffisamment pour que le gouvernement belge cède aux pressions du gouvernement prussien en disant « Gardez pas ces opposants radicaux chez vous », et où va-t-il? Ben, il va dans le pays qui est le pays le plus libéral et le plus accueillant pour les opposants politiques à l'époque, c'est-à-dire l'Angleterre. Et il va à Londres, et il restera à Londres, il fera quelques petits voyages, mais il restera à Londres jusqu'à la fin de sa vie en 1883. Alors, une fois qu'il est à Londres, c'est le Marx de maturité. D'abord, je vous parlerai la fois prochaine de son activisme politique. Bon, c'est là qu'il se met à étudier l'économie politique. Et donc, il écrira son fameux livre. Il écrit d'abord une première version, en 1859, il publie une première version qui s'appelle Critique de l'économie politique, Critique de l'économie politique, qui est une sorte de première mouture du Capital. Mais ce qui est important, c'est l'introduction. Parce que c'est dans l'introduction, je vous lirai ce qu'il dit, parce que c'est très parlant, c'est dans l'introduction qu'il développe sa théorie de l'histoire. Cette fameuse théorie de l'histoire dont je vais parler de façon tout à fait provisoire en vous disant il y a l'ancien régime, et puis le capitalisme, et puis le socialisme, et puis le communisme. Vous allez voir qu'il met même deux étapes. Hein. Donc là, il essaie de formaliser, de formaliser les choses. Donc en 1859, c'est surtout cette introduction qui doit nous retenir, parce qu'elle montre sa conception globale de l'histoire. Et en 1867, il publie le premier livre du Capital. Et donc ce premier livre du Capital, c'est pas fini. Il va laisser énormément de manuscrits. Bon, il va encore vivre 16 ans, mais il va faire de l'activisme politique et puis il vieillit, il n'est pas bien. Et donc il y a des masses de manuscrits. Au-delà de ce livre premier du Capital qui lui a été publié en 1867, qui n'a eu que très très peu de lecteurs,
Hein, il faut donc croire le Capital, vous imaginez comme ça a été publié en Russie, en Chine, ailleurs, etc. Mais bon, c'était un livre qui est quasi passé inaperçu à l'époque. Et donc, à la mort de Marx en 1883, là où il commence à devenir célèbre, c'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de gens à son enterrement, mais bon, il commence à devenir célèbre. Là, il y a une masse de manuscrits qui restent, que Engels d'abord va publier. Ce sera le livre 2 du Capital. Et puis, il va y avoir des livres suivants, le livre 3, le livre 4, qui vont être plus tard publiés par le grand leader allemand disciple de Marx et Engels, Karl Kautsky, qui est celui qui va s'opposer à Lénine en 1914, et qui va publier les livres 3 et 4 du Capital. Donc, bien après la mort de Marx, au moment où Marx sera devenu un des grands leaders post-mortem du mouvement ouvrier qui se développe, puisque les partis socialistes se développent, je l'ai dit, même pendant la guerre de 14, certains, comme en Belgique, arrivent au pouvoir dans la fameuse alliance qui essaye de grouper le plus de partis démocratiques pour lutter contre l'ennemi, etc., ce que ne veut pas Lénine, puisqu'il reste internationaliste. Et donc, voilà un petit peu la perspective sur Marx. Donc, ce qu'il faudra, en résumé, analyser pour bien comprendre les choses, c'est outre ces combats politiques, mais pour avoir le cœur de la théorie, il faudra bien travailler, étudier la question juive et les manuscrits de 1844 des textes de jeunesse, l'idéologie allemande, cette fameuse polémique de 1845. Au moment des grands combats de 1848, le manifeste communiste qu'ils ont écrit à propos des grands combats de 1848, attention, ce n'est pas devenu le grand manifeste connu à l'époque, il n'était pas très très connu. La critique de l'économie politique de 1859 avec l'introduction qui donne sa théorie de l'histoire, le Capital de 1867, et puis après ce qu'il est devenu, voilà. Je pense que... Quelle heure est-il? Parce qu'à la fin, j'étais vite, parce que je me suis dit, j'arriverai jamais au bout de ma biographie un petit peu, mais je préfère que nous puissions prendre quelques questions, puisqu'il faut finir à 1h, que je puisse prendre quelques questions avec plaisir. Oui? Oui, mais ils sont, si vous voulez, si vous prenez, je dirais, des leaders politiques, non. Je pense franchement que Kim Jong-un, en Corée du Nord, le grand amour de Donald Trump, depuis la génération, depuis le père et le grand-père, c'est autre chose, une espèce de délire nationaliste totalitaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éléments marxistes. Alors, vous avez des régimes comme oui, les derniers, les Chinois. Bon, oui, il y a une référence parce que c'est la seule légitimité du parti, puisque le parti ne se soumet pas aux élections. Les Cubains, un peu pareil. Peut-être certains pays africains. Maintenant, dans l'intelligentsia, il y a encore des marxistes, mais ils sont beaucoup plus minoritaires. Avant, la pensée de Marx, elle était effectivement très, très, très répandue pour la critiquer, pour la discuter, pour la défendre, etc. Aujourd'hui, bien sûr, vous avez Alain Badiou. Badiou, il vous parle du communisme. Je ne trouve pas ça convaincant du tout. Je trouve que Badiou passe, pour vous dire les choses rapidement, il passe de textes qui sont des textes horriblement difficiles sur l'un, le multiple, etc., à d'une défense du communisme en disant on n'a jamais essayé, etc. C'est pas très très sérieux. Alors il y a en France, il y a Jacques Rancière, il y a Balibar qui sont les néo-marxistes, je dirais. Non, il y a une certaine influence dans une partie de l'intelligentsia. Peut-être qu'elle, aux États-Unis, dans les universités américaines, il y a tellement d'argent qu'il peut y avoir n'importe quel séminaire. Moi, quand je suis arrivé dans les années 80 à Duke, il y avait un Marxist séminaire. Ici, à l'ULB, vous pouvez parler de Marx, vous avez la liberté académique, mais dire je veux créer un séminaire marxiste, on disait il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Là, il y avait des marxistes, quoi, qui faisaient leurs conférences. Donc, il y a des marxistes américains aussi. Donc, il y a des marxistes dans la théorie littéraire, c'est-à-dire qui essayent de rapporter la culture aux conditions économiques, aux luttes de classe et des choses comme ça. Il y a de ça, oui. Mais il faudrait faire le bilan, et de toute façon, ils sont bien plus minoritaires, et c'est pas les intellectuels dominants d'aujourd'hui. Les intellectuels dominants d'aujourd'hui sont beaucoup plus identitaires, soit populistes au sens majoritaire du terme, soit défendant les minorités, etc. Le marxisme est encore présent chez certains sociologues, mais ce n'est plus cette espèce de marée
qui engloutissait tout. Il fallait absolument surnager, discuter avec Marx, le jeu de Marx et les autres. Ça, c'est fini aujourd'hui, pour le moment peut-être. Oui, je voudrais revenir au moment où Marx fait son doctorat sur Démocrite et Épicure. J'imagine que quand on a une thèse de doctorat à l'époque, on devait avoir une perspective de vie plutôt universitaire, je suppose. Or, il rentre à Cologne et il devient journaliste. Alors, oui. je m'interroge sur ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ça ne devait pas être très courant, à mon avis, que quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat devienne journaliste. Est-ce qu'il avait déjà l'intuition de ce qu'il a dit plus tard je ne sais pas, je crois que c'est une thèse sur Feuerbach, où il dit qu'il faut d'abord, il ne faut plus expliquer le monde, mais il faut le transformer. Oui, non, je vous dis, les thèses sur Feuerbach, ce sont nouveau des manuscrits. C'est quelques thèses, des thèses chaque fois d'une ligne, hein, il y en a une dizaine, qui de nouveau ont été publiées après. Et une des thèses sur Feuerbach est évidemment la thèse la plus connue. Feuerbach est un philosophe qui va, jeune hegelien de nouveau, hegelien de gauche, qui va avoir une influence très forte sur Marx. Et dans les thèses sur Feuerbach, il dit les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Donc ça, vous avez tout à fait raison. Non, la raison pour laquelle il est passé au journalisme, c'est que, vous voyez, je vous ai dit, Frédéric Guillaume IV arrive au pouvoir en 1840, et c'est la réaction. C'est la réaction, vraiment. Marx termine sa thèse au début des années 1840, 1841. L'idée de travailler à l'université pour des intellectuels jeunes hegeliens qui auparavant étaient plus ou moins protégés par le pouvoir prussien, enfin plus tolérés, il y avait de la censure, hein, bon, c'était quand même cette époque-là, n'était plus possible. Ils sont dans un univers de réaction. L'université a une atmosphère intenable pour toute la gauche jeune hegelienne. Donc il revient en Rhénanie et effectivement il fait du journalisme d'abord pour survivre, il en fera beaucoup sa vie, mais aussi parce que c'est l'endroit où il peut essayer d'exprimer ses idées. Et vous avez vu même que quand il exprime ses idées, il se fait quand même expulser, hein, de Rhénanie à Paris, de Paris en Belgique, de Belgique en Angleterre. Mais voilà, je pense que l'idée d'une carrière académique était exclue, il y a sans doute d'autres raisons aussi, hein, mais était exclue étant donné l'évolution du régime prussien, qui était le régime dominant aussi bien en Prusse qu'en Rhénanie. Est-ce qu'il y aurait, ou on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un lien quelconque entre la pensée marxiste et l'idéologie, je distingue bien les deux mots, la pensée marxiste et l'idéologie fondamentale écologique? Alors par exemple, je dirais, ma première réponse serait de dire non. Vous pensez le rapport à l'écologie, hein? La première réponse serait de dire non parce que c'est une pensée qui sera comme la pensée des communistes, c'est-à-dire une pensée très industrialiste, hein, qui consiste à dire que le progrès est dans l'industrie, qui dénonce le capitalisme, qui dit que le capitalisme, le mode de production capitaliste va être dépassé, mais que les fruits de la société industrielle vont permettre l'abondance, la prospérité. Donc l'idée de ce troisième terme, donc entre la bourgeoisie et le prolétariat, c'est-à-dire la nature, n'est pas présente dans l'œuvre, sûrement pas dans l'œuvre de maturité de Marx. Enfin, bon, peut-être qu'il en dit un mot dans tous ses manuscrits, ça je n'en sais rien, parce que bon, il y a vraiment beaucoup. Et on en découvre encore. On est en train de faire une édition définitive, semble-t-il, en allemand, la Méga, qui avait commencé dans les années 1930, et donc il y a des textes qui ne sont pas encore publiés. Cela dit, par exemple, Henri Pénard-Ruiz, qui donne beaucoup à Marx, c'est sympa, hein, je ne suis pas sûr que ce soit juste, mais Henri Pénard-Ruiz prend dans les manuscrits de 44, effectivement, des phrases dans lesquelles Marx essaye de dire que le communisme, c'est à la fois c'est l'union des individus qui ne sont plus opposés par les intérêts personnels, ça s'appelle l'être générique, donc le genre humain qui est rassemblé, et c'est aussi l'union de l'homme et de la nature, ou le dépassement de l'opposition de l'homme et de la nature. Et donc là, quelque part, que l'homme ne soit plus en opposition avec la nature et que le communisme
signifie un rapport à la nature différent de celui du capitalisme, hein, ou comme dit Heidegger, dans le capitalisme ou dans la technique moderne, le monde, la nature est quelque chose à raisonner, hein, comme des sources d'énergie et des sources qui permettent la puissance de l'homme, etc. Peut-être qu'il y a une perspective dans les manuscrits de 1844 vers quelque chose qui serait peut-être plus compatible avec l'écologie. De là à en faire un chantre de l'écologie, ça a aussi été le problème chez tous ceux qui voulaient donner raison à Marx, c'est qu'on va aller chercher n'importe quel petit texte pour essayer de dire qu'il a quand même dit... Bon, je pense que c'est très, très, très marginal et c'est pas du tout sa perspective à lui. Alors qu'à l'époque, au XIXe siècle, il y avait des gens, Thoreau et d'autres, etc., Walden, qui s'intéressaient beaucoup à cette idée des dégâts, ces choses auxquelles on s'intéresse beaucoup aujourd'hui, hein, donc des dégâts de l'industrialisation sur la nature, alors que ce n'est pas, semble-t-il, un élément central chez Marx, loin de là. Voilà. Merci à tous. Et merci à Guy d'être venu. Merci.